J'invite également Madame Hind Ben Miloud à nous rejoindre pour le panel. Est-ce qu'on peut avoir des micros, s'il vous plaît? La régie. Est-ce qu'il y a des micros là-bas? Bienvenue à vous trois. Alors peut-être une première question avant d'ouvrir le débat, une première question à travers laquelle on essaiera peut-être d'évaluer justement l'accès des Algériens à la FinTech. Comment peut-on évaluer aujourd'hui l'accès de l'Algérien à la FinTech? Et vous avez parlé tout à l'heure de cette notion justement d'exclusion. Comment éviter, comment être dans une démarche inclusive? Oui, allez-y. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'exclusion, elle pourrait être géographique, tout simplement parce que les gens ils ne sont pas au bon endroit pour accéder à la FinTech. Je disais que c'est-à-dire cette exclusion financière, elle peut être géographique, c'est-à-dire les gens ne sont pas au bon endroit pour accéder à des services de qualité et puis à utiliser des services technologiques, même des services basiques. L'exclusion, elle pourrait également être une exclusion technologique. Les gens ne sont pas suffisamment instruits et ne maîtrisent pas. Tout à l'heure, on parlait de nos grands-parents, de nos grands-mères qui donnent leur propre carte CIB et leur propre mot de passe pour faire des retraits. L'exclusion, elle pourrait également être juridique. C'est-à-dire la loi n'a pas prévu ou a exclu des gens d'office. Et puis, on a d'autres formes d'exclusion. Ce n'est pas le moment de les détailler ici, mais principalement, l'exclusion, c'est quand l'offre n'est pas adaptée à toutes les catégories de demandes. Et du coup, les FinTech, elles viennent justement pour se positionner et essayer de répondre à ces interrogations, à ces besoins. Ça, c'est généralement le début de toute FinTech. Et la FinTech, elle est là justement pour améliorer l'inclusion financière de tous les utilisateurs et les usagers. Et je pense, pour le moment, les Algériens n'ont accès à aucune FinTech qui est proprement dite comme une FinTech, même s'ils ont accès à des services digitaux, ils ont accès à des propositions de produits digitaux, etc., etc. Mais en tant que FinTech, un acteur qui n'est pas financier, qui vient se positionner pour bridger deux mondes, le monde de la finance et le monde de la technologie, il y en a quelques-uns qui essayent, mais pour le moment, on a un écosystème long, donc, mais je pense que ça va s'améliorer. Oui. Madame Mihou, Monsieur Hassinaoui d'abord, on passera à Madame Mihou. Vous voulez répondre à cette question ou on passe directement à Madame Benmihou? On avait dit une évaluation de l'Algérie, mais si vous ne pouvez pas faire l'évaluation justement sur l'Algérien, peut-être comment être dans une démarche inclusive? Pour avoir une réelle démarche inclusive, je pense qu'il est important de laisser aussi la voix du consommateur, de l'utilisateur. Et désolé, je vais revenir à la solution par exemple d'OpenStreetMap. C'est qu'on a une communauté algérienne sur OpenStreetMap. Les Algériens donnent déjà des informations sur OpenStreetMap. On connaît par exemple dans certaines villes, juste pour vous dire la précision, l'état des routes. Donc les Algériens peuvent aider justement. Et ça, c'est un chemin qu'on doit développer. La voix du consommateur est prioritaire, on va dire. Absolument. Madame Mihou. Alors bon, moi c'est surtout les financements des startups. Oui. Alors il y a lieu quand même de préciser que depuis quelques années, il y a pas mal de textes, de lois qui bien sûr permettent la création d'une start-up. Les financements, alors les organismes qui finançaient d'abord à la base les microcrédits, déjà en 2004, type Angem, ANDE, la CNAC, après vous avez les fonds comme Finalep, comme Sofinance, etc. Tout ça existe. Donc, normalement, théoriquement, les startups sont censées obtenir des financements. Malheureusement, la réalité est tout autre. Pourquoi? Parce que l'accès à ces financements se font quand même d'une manière assez lente. Le problème, il est là, et ça a toujours été, même dans les sociétés classiques de jeunes, simplement avant la start-up, une jeune entreprise,
n'avaient absolument pas accès au financement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties à apporter, etc. Alors imaginez la start-up où on parle d'idées. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise, c'est une idée. Est-ce qu'elle va marcher ou pas? C'est une question. Il faut être vraiment dans la culture de la virtualisation pour arriver à maîtriser cela. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, lorsque j'avais demandé à la Banque d'Algérie, la direction du contrôle d'échange, le paiement de la bande passante. Alors, allez expliquer à l'époque ce qu'était une bande passante, et c'était vraiment très virtuel. Heureusement, nous avons évolué, et puis le Covid a beaucoup aidé à travailler d'une manière virtuelle, et c'est tant mieux. Mais pour ce qui est des financements, penser qu'aujourd'hui c'est une alternative aux hydrocarbures, c'est vraiment très, moi de mon point de vue, je suis un peu peut-être dur, c'est prétentieux. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas quand même un écosystème qui permette justement que ces startups naissent d'une manière rapide, qu'elles se développent rapidement. Aujourd'hui, quand vous allez faire une demande, déjà pour le label start-up, ça met un peu de temps. Alors imaginez quand il s'agit d'aller vers ces organismes qui n'ont pas encore la culture, qu'on le veuille ou non. C'est très bien ce qui est fait, et heureusement qu'on a ce dispositif légal, mais malheureusement dans la réalité, il reste encore beaucoup de choses à faire pour permettre à ce modèle vraiment de participer au développement de l'économie algérienne. Avant de poser peut-être d'autres questions, on va voir s'il y a des questions parmi l'assistance. Pas de questions parmi le public. Alors, vous êtes juriste de formation, vous vous êtes présentée tout à l'heure, Madame Benihou. Je suis avocate. Absolument, vous êtes avocate. Puisque vous avez parlé justement, vous parlez d'écosystème, j'aimerais vous poser cette question sur la législation, justement, parce que hier, ça a été une question qui a été posée par de nombreux intervenants. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le développement justement de la digitalisation ou des startups d'une manière plus précise, il faudrait penser à mettre une législation d'abord, ou plutôt laisser fleurir justement ce tissu de start-up et penser par la suite à légiférer pour pouvoir peut-être baliser cette activité? Non, les textes existent depuis très longtemps, et puis 2020, tout ce qui concerne la start-up. Mais selon vous, qu'est-ce qui devrait être mis en place avant? Non, attendez. Il faut être logique dans la démarche. Les textes existent. Nous, le problème que nous avons en Algérie, c'est souvent les textes d'application et comment les personnes qui sont habilitées, par exemple, à vous donner un financement, interprètent ce texte. Vous êtes une start-up, vous avez droit à un financement, vous allez aller, par exemple, à la Sofinance pour lui dire, et ça s'adresse, ou à l'ANGEM tout simplement, microcrédit, ça veut dire petit crédit. Or, ça n'a jamais été une réussite à aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes bien formées. C'est pas le manque de texte, c'est le manque de formation des personnes habilitées à juger un dossier de financement. C'est surtout ça. Alors, vous voulez intervenir? Oui. Je voudrais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Madame. Si vous êtes spécialiste des aspects juridiques, mais moi je pense personnellement que les aspects juridiques n'empêchent pas le développement. Ne devraient pas. Mais les aspects financiers, si, ils empêchent, parce que le fait que la loi n'existe pas ne peut pas empêcher un petit ingénieur de proposer un produit sur le marché et le vendre. Mais par contre, s'il n'a pas accès au financement pour élaborer son produit, il n'a pas de financement pour communiquer, pour pouvoir le vendre, s'il n'a pas de financement pour recruter après les gens qui vont un petit peu industrialiser son process, c'est un problème. Et le problème, il provient essentiellement sur les craintes. Si vous permettez, quand on parle quand même de législation, on parle de tout un écosystème. C'est très important aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, le développement d'une digitalisation ou cette transition numérique dont nous parlons, ce n'est pas uniquement un problème de financement, mais un problème aussi d'écosystème dont fait partie la législation. Justement, la législation, normalement, elle accompagne le développement. Elle est là pour un petit peu intervenir et faire à la fois la carotte et le bâton. C'est-à-dire, elle est là pour intéresser, pour pousser les gens à s'intéresser à un domaine, et elle est là également pour empêcher des abus. Mais le principe et la règle, c'est que c'est la liberté qui permet l'entrepreneuriat.
Et tant qu'il n'y a pas de loi, on a la liberté, en fait. Et du coup, le problème, il provient d'un autre domaine. Et c'est le domaine de l'interprétation que font les managers de la loi existante. C'est-à-dire, ils font des projections, ils font des interprétations personnelles, telles que vient de le dire Madame. Je pense qu'elle veut vous Donc, répondre, ils ont justement. peur d'être sanctionnés. Comme c'est public, donc ils ont peur de leur tutelle, de leur chef, de dire vous avez foiré, vous avez raté, vous avez créé des problèmes. Et du coup, ça bloque. Et ça bloque un petit peu l'accès au financement. Mais par contre, si on avait des mécanismes de marché, c'est-à-dire que tout le monde sur le marché est intéressé par les rendements et que l'État est intéressé uniquement par le développement, on aurait eu des gens qui sont pragmatiques. They will take their chance. En anglais, prendre des risques, on dit take the chance, c'est-à-dire prendre l'opportunité. C'est-à-dire on profite d'une opportunité. Nous on a hérité d'une culture plutôt latine. Malheureusement, on n'a pas vraiment hérité de la culture anglo-saxonne. Je pense que c'est ça aussi le problème. Oui, Madame. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit et puis ce qu'il a dit tout à l'heure concernant la création de FinTech, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif qui vous permette. Alors, c'est pas parce qu'il y a un vide que vous pouvez le faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, la finance relève du monopole, qu'on le veuille ou non, que ce soit pour le privé ou le public, de l'État. Donc, lorsque vous allez créer votre société de FinTech, vous allez mettre un objet. Si jamais vous mettez un objet qui parle de la finance, le premier réflexe du CNRC, c'est de vous dire, vous avez un agrément? Est-ce que la Banque d'Algérie vous a autorisé? Donc, ce n'est pas aussi évident que ça. Dans d'autres secteurs, oui. Lorsqu'il n'y a pas de texte qui prévoit tel ou tel d'une manière précise et autre, vous avez parfaitement le droit de créer votre structure, même si le code d'activité n'existe pas. Sachez-le. Vous avez le droit de solliciter le CNRC, de lui dire, écoutez, cette activité n'est pas prévue dans votre nomenclature, merci de l'intégrer. Et c'est un droit. Mais dans la FinTech, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade où la Banque d'Algérie va accepter qu'il y ait des flux financiers qui vont transiter à travers vous. En tout cas, pas tout de suite. Même s'il y a des prémices, on sent qu'il y a quand même... Alors moi, je voudrais quand même faire une espèce de petite remarque. Peut-être que je suis tatillon, je suis une juriste. On parle de digitalisation, on parle de numéralisation. Sachez que ce ne sont pas des synonymes. Exactement. Ce n'est pas des synonymes. Donc quand vous parlez de digitalisation, vous vous adressez aux utilisateurs, mais quand vous parlez de politique publique ou autre, c'est le numérique. Et ça, je l'ai appris avec des informaticiens, hein. Donc, pour que vous le sachiez. Effectivement. Monsieur Hasnaoui, vous vouliez réagir? En réalité, la réglementation, elle n'est pas là pour bloquer les acteurs. Peu importe le marché financier, ou si on regarde, si on fait un état des lieux à l'étranger, là où réellement les fintechs sont beaucoup plus présentes et développées, il y a une réelle réglementation. C'est les régulateurs financiers, peut-être pas l'État, mais c'est le régulateur financier qui va donner des règles. Par exemple, si on veut devenir une fintech en France, il faut être certifié ISO. La réglementation, elle est là pour accompagner, pour bien diriger. Parce que si on laisse place à l'anarchie, on se retrouve avec, en réalité, un tissu mêlé. Sur quels aspects pensez-vous que la réglementation doit être réellement là? Sur les données. Pour cadrer, voilà. Sur les données. Les données sont le nerf de la guerre. Peu importe ce qu'on veut. Maintenant, mais peut-être pas dans la création. Pas dans la création, mais en réalité, une fintech, elle détient des données. Elle détient des données financières. Je ne connais pas l'état des lois sur les données. Je l'ai précisé justement tout à l'heure pour dire que la loi existe depuis 2018. Et sur la protection des données. Oui, sur la protection des données, et que l'autorité a été installée au mois d'août 2022. Et, en fait, il faut réellement créer de grosses règles par rapport à ça. Est-ce qu'on a le droit... Justement. Mais est-ce que tout le monde l'applique? Est-ce qu'on a le droit de partager des données? En fait, si vous permettez, je vais vous répondre très brièvement. Depuis 2018, les sociétés, moi je sais que mes clients m'ont sollicité pour me dire, maître, est-ce qu'il n'y a pas d'autorité? Est-ce que je suis censé appliquer le texte de loi? Je lui dis absolument, parce que l'autorité, elle fait quoi? Elle est là pour gérer la façon dont vous traitez ces données. Donc à partir du moment où, même si elle n'est pas
encore installés, vous avez des obligations, respectez-les à l'égard des sociétés, des personnes et respectez la protection des données. Oui. Alors, Monsieur Hasnaoui, Un dernier point, juste l'open banking permet justement, par exemple, aux régulateurs d'avoir la main, pas la main, mais une vision des données chez les entreprises. Pourquoi l'open banking system? C'est juste un réseau interne. On va partager les données avec le régulateur. Et le régulateur, il va pouvoir voir, observer et déceler, bien avant qu'il y ait une erreur grave, un début de faille. Alors justement, oui. Je voudrais juste rajouter le fait que les fintech, ce n'est pas que les flux financiers, même si ça parle de financement, plus la technologie. C'est-à-dire ça pourrait également être, par exemple, des systèmes experts, c'est-à-dire des logiciels dotés d'intelligence artificielle qui permettent de prendre des décisions, qui permettent de faire du scoring, qui permettent de gérer le lab FT, c'est-à-dire de trier un certain nombre de données pour pouvoir dire que ce flux est atypique ou n'est pas atypique. Donc, et oui, il y a également les flux monétaires, c'est-à-dire les paiements. Il y a les flux de paiement, il y a aussi les flux à l'intérieur et vers l'étranger. Et puis, il y a aussi les flux de dinars, donc il y a des opérations de change. Donc, c'est vrai, il y a un côté qui est concerné par la réglementation. Et puis aussi, il faut faire le distinguo entre néobanques, par exemple, et fintech. Les néobanques, ce sont des vitrines digitales de banques, et ce sont ou bien des banques totalement digitales avec une licence. Donc, ils ont un dossier, un agrément, sinon ils ne peuvent pas intervenir sur le marché. Mais il y a aussi des fintech qui ne sont pas concernés carrément, ni par l'agrément, ni par la réglementation. Il n'y a pas de réglementation. C'est un vide juridique parce que ça combine une technologie et une prestation de service. Alors on parle aujourd'hui, pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus de temps. Oui, je voulais juste intervenir sur ça. Oui. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que la création des fintech dans le monde a été une alternative pour contrer les banques classiques. Ne l'oublions pas. Il ne faut pas l'oublier. L'origine même de la création de ces fintech, c'était justement parce que les grosses boîtes, comme les GAFA et autres, avaient besoin de passer outre que c'est le cheminement de la banque classique. Malheureusement, pour l'instant chez nous, tant qu'il y aura de la manipulation de flux financiers, qu'ils soient virtuels, alors là, virtuels, surtout qu'en matière fiscale, nous n'avons pas encore un dispositif qui vérifie tout ça, je pense qu'on va mettre un peu plus de temps pour la fintech. Mais ce que moi je recommande... Aujourd'hui en Algérie, il existe des banques virtuelles comme l'Antaxix par exemple ou Banksy. Elles sont présentes en Algérie. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est la fintech telle qu'il l'a définie, monsieur, et que je connais, malgré tout, doit exister. Moi, c'est le conseil que je donne. On termine peut-être juste... alors on parle aujourd'hui de 8,8% de comptes de clients fintech frauduleux contre 4,2% pour des institutions traditionnelles, c'est-à-dire le double. Quand on compare par exemple la fintech et les banques classiques, qu'est-ce qu'on doit en penser finalement et comment peut-on lutter, comment peut-on éviter de tomber là? Je peux... Oui, la question est pour vous. En fait, on a des procédures, par exemple... on avait parlé de ça fait peur en réalité quand on voit ces chiffres. En fait, ça fait peur. Mais tout est une question de procédure. Il faut prévoir, il faut faire un état des lieux. Ça c'est mondial, avec toutes les mesures qui sont prises. C'est des risques et il faut faire un état des lieux. On a le système de KYC, c'est Know Your Client, où là, réellement, on a observé une défaillance majeure chez certains, comment on pourrait dire, chez certains acteurs mondiaux. FTX était un exemple, FTX est un réel fiasco, mais il faut vérifier l'identité, il faut un système pour vérifier l'identité. Par exemple, en Algérie, on a tous, jusqu'à preuve du contraire, un numéro fiscal ou un numéro de sécurité sociale. C'est des outils qu'on peut utiliser pour créer un portail national pour se connecter au fintech. Et pour une fintech, qu'elle puisse accéder à ce réseau, à cet outil, elle doit répondre à des réglementations, à des lois, à des standards. C'est le seul réel moyen, pour l'instant, de contrer ce genre de choses. Parce que seul le pays connaît ses citoyens.
rien de mieux que le gouvernement pour connaître qui existe ou pas. Voilà. Merci beaucoup, madame, messieurs. On arrive au terme de cette table ronde. Il ne nous reste plus de temps. On doit lever la séance, en tout cas cette première séance de cette matinée. On se retrouvera à 13h pour parler de healthcare.